En 1943, sur le front de Volkhov, un soldat de l'armée rouge ramasse dans la boue un fusil allemand inconnu. L'arme est légère, compacte, et tire en automatique avec une précision redoutable. Les officiers soviétiques qui examinent l'engin n'en reviennent pas. Ce Maschinenkarabiner 42, capturé sur un soldat de la Wehrmacht, va déclencher une course contre la montre qui changera l'histoire des armes à feu pour toujours. Mais pour comprendre pourquoi cette capture provoque un tel séisme au sein de l'état-major soviétique, il faut remonter près de 30 ans en arrière. Dès la Première Guerre mondiale, un officier russe du nom de Vladimir Fyodorov avait compris quelque chose que personne ne voulait entendre. La cartouche de fusil standard était trop puissante. Elle projetait sa balle à plus de 3000 mètres, alors que les combats réels se déroulaient presque toujours à moins de 300. Tout ce métal, toute cette poudre, gaspillée. En 1916, Fyodorov conçoit un fusil automatique individuel chambré pour une cartouche de calibre 6,5 mm, moins puissante que les munitions de l'époque. Il l'appelle Avtomat, le mot russe qui désignera plus tard toute une génération d'armes. Mais son idée est en avance sur son temps. Personne n'est prêt à l'écouter. 25 ans passent. L'Union soviétique entre dans la Seconde Guerre mondiale armée de fusils à verrou, de pistolets mitrailleurs et de quelques fusils semi-automatiques. Les combats de masse, les assauts urbains à Stalingrad, les percées blindées sur de vastes étendues de steppes révèlent brutalement les limites de cet arsenal. Le pistolet mitrailleur PPCH est efficace à courte distance, mais inutile au-delà de 200 mètres. Le fusil Mosin est précis, mais lent, lourd, inadapté au combat rapproché. Et pendant ce temps, de l'autre côté du front, les Allemands développent quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est donc en 1943 que tout bascule. Le Maschinenkarabiner 42, examiné par le Conseil technique du Commissariat du peuple à la défense, provoque une réunion d'urgence. Les ingénieurs soviétiques comprennent immédiatement l'enjeu. Les Allemands ont résolu le problème que Fyodorov avait identifié une génération plus tôt. Leur arme utilise une cartouche intermédiaire, plus puissante qu'une munition de pistolet, moins puissante qu'une cartouche de fusil. Elle permet de tirer en automatique avec une dispersion acceptable, elle est légère, et un fantassin peut emporter bien davantage que des cartouches de fusil standard. Le Conseil prend une décision immédiate. L'Union soviétique doit développer sa propre cartouche intermédiaire et une arme capable de l'utiliser. À l'automne 1943, les grandes lignes de la nouvelle cartouche sont définies. En novembre, un concours est officiellement lancé. Il faut créer 3 armes, un fusil semi-automatique, un pistolet mitrailleur léger et un Avtomat, un fusil d'assaut automatique individuel. Des dizaines de bureaux d'études se mettent au travail. Les noms qui dominent alors le monde de l'armement soviétique sont ceux de Simonov, Dekhtiariov, Choukine, Soudaïev. Des hommes aguerris, décorés, respectés. Personne ne parle encore d'un certain Mikhaïl Kalachnikov. Mikhaïl Timofeyevitch Kalachnikov est né en 1919 dans un village de Sibérie. 18e enfant d'une famille paysanne déportée sous Staline, il grandit dans la pauvreté, fasciné par la mécanique. À 19 ans, il est appelé sous les drapeaux et affecté comme mécanicien de char. En 1941, lors des combats désastreux de l'automne, son T-34 est détruit et il est grièvement blessé. Pendant sa convalescence, il observe les armes que portent les soldats autour de lui, écoute leurs plaintes, note leurs besoins. Et il commence à dessiner. Ce que peu de gens savent, c'est que Kalachnikov arrive au concours de 1946 sans être un inconnu total. Il a déjà conçu un pistolet mitrailleur remarqué pour ses solutions originales, puis participé à la conception d'une carabine semi-automatique. Ces projets n'ont pas abouti, mais ils lui ont valu une réputation d'ingénieux bricoleur capable de trouver des solutions là où les autres butent. C'est grâce à cette réputation que le colonel Liu Toy, officier influent du polygone d'essai de Tchourovoët, remarque son dossier et insiste pour qu'il soit admis au concours, malgré un premier refus de la commission. Le premier prototype que Kalachnikov présente en 1946, l'AK-46 numéro 2, est un fusil intéressant mais imparfait. La poignée de réarmement est placée à gauche, le sélecteur de tir est différent de ce qui existait, la conception générale trahit encore un manque d'expérience. Face à lui, les automatiques de Boulkine et de Demantiev font meilleure impression. La commission classe l'arme de Kalachnikov en 3e position
et recommande des améliorations. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que Kalachnikov et son collaborateur Alexandre Zaïtsev ont déjà pris une décision radicale. Une décision qui pourrait les exclure définitivement du concours s'ils sont découverts. Ils ne vont pas améliorer l'Ak-46. Ils vont le détruire et repartir de zéro. Dans les ateliers du bureau d'études de Kovrov, à l'automne 1946, Kalachnikov et Zaïtsev travaillent en secret. Les règles du concours sont claires. Les participants doivent améliorer leurs prototypes existants, pas les remplacer. Ce que font les deux hommes est techniquement une violation directe des conditions imposées par la commission. Si leur manœuvre est découverte, ils risquent l'exclusion immédiate. Mais Kalachnikov a compris une chose fondamentale. Son premier prototype est construit sur de mauvaises bases. Le corriger ne suffira pas. Il faut tout reprendre. Le nouveau fusil qu'il dessine s'articule autour d'une idée centrale héritée de ses travaux précédents et de ses études minutieuses des armes conservées au polygone d'essai. La fiabilité avant tout. Kalachnikov observe que ses concurrents cherchent à optimiser la précision, la légèreté, l'ergonomie. Lui fait un choix différent. Il conçoit une arme capable de fonctionner dans les pires conditions imaginables. Boue, sable, gel, négligence du soldat. Pour atteindre cet objectif, il adopte un système de verrouillage par rotation de la culasse, directement inspiré du fusil américain Garand qu'il a étudié dans les collections du polygone. Mais il le modifie profondément, en simplifiant le nombre de pièces et en augmentant les tolérances mécaniques entre les composants mobiles, ce qui permet à l'arme de continuer à fonctionner même lorsque sa chambre est envahie de poussière ou de résidus de combustion. Le mécanisme de détente qu'il intègre est d'origine tchèque, le système Olek, réputé pour sa robustesse et sa simplicité. Ce n'est pas un emprunt caché. La commission elle-même avait recommandé ce mécanisme à tous les participants du concours lors du dernier briefing technique. Kalachnikov l'applique, mais contrairement à ses concurrents, il l'intègre avec une précision qui élimine presque toutes les causes possibles d'enrayage. Le ressort récupérateur, qu'il place sous le couvercle de la boîte de culasse plutôt que dans la crosse, libère de l'espace et simplifie le démontage. Chaque solution technique retenue répond à une seule question. Est-ce que cela peut tomber en panne? Et si oui, comment l'éviter? En août 1947, les essais finaux du concours débutent au polygone. La commission examine 3 finalistes, l'automatique de Boulkine, celui de Demantiev et l'arme de Kalachnikov. Dès les premières séries de tirs, quelque chose devient évident. L'automatique de Boulkine affiche une meilleure précision en tir automatique depuis une position instable. C'est un avantage réel et mesurable. Celui de Demantiev présente des caractéristiques intermédiaires. Mais lorsque les essais de résistance commencent, immersion dans l'eau, exposition à la poussière, chute répétée, cycle de gel et de dégel, l'arme de Kalachnikov se distingue de manière frappante. Elle continue de tirer. Les autres s'enrayent. La commission se retrouve face à un dilemme. Aucune des 3 armes ne satisfait pleinement les exigences du cahier des charges. Boulkine a la précision, mais pas la fiabilité. Kalachnikov a la fiabilité, mais pas la précision. La décision appartient en grande partie au colonel Liu Toi, qui avait déjà sauvé le dossier de Kalachnikov lors du premier tour. Devant la commission réunie, il énonce une position qui va sceller le destin de l'arme soviétique pour les décennies suivantes. La fiabilité d'une arme d'infanterie est son critère premier. Un soldat qui manque sa cible peut tirer une deuxième fois. Un soldat dont l'arme s'enraye est mort. Le rapport final recommande l'automatique de Kalachnikov pour une mise en production, avec amélioration de la précision en parallèle de la fabrication en série. En 1949, l'arme est officiellement adoptée par l'armée soviétique sous la désignation AK, Avtomat Kalachnikova, avec l'année de conception indiquée. Elle est produite en 2 versions dès le départ, une version infanterie avec crosse fixe en bois et une version pour les parachutistes et les équipages de véhicules blindés, dotés d'une crosse métallique repliable. La cartouche qu'elle tire est la 7,62 x 39 mm, la munition intermédiaire développée en 1943. La masse de l'arme chargée atteint 4 kg 860 g. Sa cadence théorique est de 600 coups par minute et sa vitesse initiale de balle est de 700 mètres par seconde. Mais à peine l'arme adoptée, une autre bataille commence, celle du secret.
l'état-major soviétique décide que l'existence même de ce fusil doit rester ignorée de l'Occident le plus longtemps possible. Sur les champs de tir, les soldats sont obligés de ramasser chaque douille après l'exercice. En dehors des unités combattantes, l'arme est transportée dans des housses opaques. Aucune photographie n'est autorisée dans la presse civile. Les caractéristiques techniques sont classifiées. Pendant près de 6 ans, l'une des armes les plus produites de l'histoire soviétique n'existe officiellement pas. Ce n'est qu'en 1955 qu'un civil soviétique peut pour la première fois apercevoir l'arme, non pas dans un journal ou un musée, mais dans une salle de cinéma, dans le film Maxime Perepelista. La scène dure quelques secondes, mais à l'autre bout du monde, dans les bureaux de la CIA et du renseignement militaire britannique, des analystes qui visionnent une copie du film s'arrêtent sur cette image et commencent à rédiger des rapports urgents. Le 4 novembre 1956, les chars soviétiques entrent dans Budapest. L'opération Tourbillon, lancée pour écraser le soulèvement hongrois, mobilise plus de 1000 blindés et 150 000 soldats. Dans les rues étroites de la capitale hongroise, les fantassins de l'armée rouge tiennent pour la première fois leur AK-47 dans une situation de combat urbain réel, face à des insurgés armés de fusils de la Seconde Guerre mondiale, de bouteilles incendiaires et de quelques armes anti-chars légères. Les combats durent 10 jours. Les pertes soviétiques sont bien plus lourdes que prévu. Mais pour les observateurs occidentaux qui suivent l'événement, ce qui retient l'attention n'est pas seulement le résultat politique. C'est l'arme que tiennent les soldats soviétiques dans chaque photographie qui filtre vers l'Ouest. Plusieurs AK-47 sont récupérés par les services de renseignement occidentaux dans les semaines qui suivent, acheminés via l'Autriche voisine, où des milliers de réfugiés hongrois ont fui. Les analystes de la CIA et leurs homologues britanniques démontent les armes, les mesurent, les photographient sous chaque angle. Le rapport qui circule dans les cercles militaires américains à la fin de l'année 1956 est sans ambiguïté. L'Union soviétique dispose d'un fusil d'assaut de série, fiable, simple à produire en masse et chambré pour une cartouche intermédiaire efficace. Les États-Unis, eux, équipent encore leur infanterie du fusil M1, un semi-automatique lourd chambré pour une cartouche de puissance pleine. L'écart technologique est brutal. Ce constat provoque une accélération immédiate des programmes américains. Les travaux de Jens Stoner sur une nouvelle carabine légère, jusqu'alors considérés comme marginaux par le Pentagone, reçoivent soudain une attention prioritaire. La course qui mènera à l'AR-15, puis au M16, commence directement sur les pavés de Budapest. Mais pendant que Washington tire ses conclusions, une autre controverse éclate, celle qui va empoisonner la réputation de Kalachnikov pendant des décennies. À l'automne 1946, soit quelques semaines avant que Kalachnikov et Zaïtsev commencent leur refonte secrète, un groupe d'ingénieurs allemands est transféré en Union soviétique. Parmi eux se trouve Hugo Schmeisser, concepteur du premier pistolet mitrailleur de masse de l'histoire, le MP-18, et associé au développement du Sturmgewehr 44, la première arme d'assaut produite en série au monde. Schmeisser est installé à Ijevsk, la ville où sera ensuite lancée la production de l'AK. Cette coïncidence géographique et temporelle va nourrir pendant des années une théorie. Schmeisser aurait aidé Kalachnikov, voire conçu l'arme à sa place. L'argument des partisans de cette thèse repose principalement sur la ressemblance visuelle entre le Sturmgewehr 44 et l'AK-47. Les deux armes partagent une silhouette similaire, une poignée pistolet, un chargeur incurvé, une hausse arrière. Mais un examen technique sérieux démontre cette hypothèse pièce par pièce. Le verrouillage du Sturmgewehr 44 fonctionne par basculement de la culasse, celui de l'AK par rotation, un principe fondamentalement différent. Le ressort récupérateur du fusil allemand est logé dans la crosse, celui de l'AK court sous le couvercle de boîte de culasse. Les mécanismes de détente sont construits selon des philosophies opposées. Les chargeurs ne sont pas interchangeables. Deux armes qui se ressemblent de loin peuvent être radicalement différentes dans leur fonctionnement interne, et c'est exactement le cas ici. Il existe par ailleurs un argument logistique décisif que les partisans du mythe Schmeisser ignorent systématiquement. La conception du prototype qui deviendra l'AK s'est déroulée à Kovrov, dans les ateliers du bureau d'études où travaillait Kalachnikov. Schmeisser, lui, était retenu à Ijevsk. Les deux villes sont séparées par plusieurs centaines de kilomètres, et dans le contexte soviétique de l'époque, les déplacements des ingénieurs étrangers étaient étroitement contrôlés.
Schmeisser n'a jamais mis les pieds à Kovrov. Les archives des essais du polygone, consultées par des historiens russes à partir des années 2000, me mentionnent son nom à aucun moment en lien avec le développement de l'AK. Ce que les soviétiques lui demandaient, ainsi qu'aux autres ingénieurs allemands présents à Ijevsk, concernait principalement la technologie de fabrication, les procédés d'usinage, l'organisation de la production industrielle, pas la conception des mécanismes. Ce qui est en revanche parfaitement documenté, c'est l'influence réelle et assumée du fusil américain Garand sur le système de verrouillage de l'AK, et celle du pistolet mitrailleur soviétique Soudarev sur la philosophie générale de robustesse et de tolérance aux conditions extrêmes. Kalachnikov lui-même n'a jamais caché avoir étudié ses armes. La différence entre s'inspirer et copier est précisément ce que ses détracteurs refusent de reconnaître. Pendant ce temps, la production de l'AK-47 monte en puissance à Ijevsk. Les premières séries souffrent de coûts de fabrication élevés. La boîte de culasse est fraisée dans un bloc d'acier massif, un procédé long et coûteux. Une Kalachnikov de première génération revient à 2000 roubles à l'État soviétique. Les ingénieurs travaillent en parallèle sur une version allégée, avec une boîte de culasse estampée, qui permettra de ramener ce coût à 676 roubles. Cette version modernisée sera adoptée en 1959 sous la désignation AKM et équipera l'essentiel des forces du pacte de Varsovie. Mais avant cela, l'AK-47 original va connaître son baptême du feu le plus médiatisé, non pas en Europe, mais dans les jungles d'un pays dont peu de soviétiques connaissent encore le nom en ce milieu des années 50. À la fin des années 50, l'Union soviétique commence à comprendre quelque chose que les stratèges occidentaux mettront des années à admettre. L'AK-47 n'est pas seulement une arme. C'est un outil de politique étrangère. Simple à fabriquer, simple à utiliser, simple à entretenir sans formation technique poussée, il peut être mis entre les mains d'un paysan analphabète en quelques heures. Moscou commence à l'expédier par cargaison entière vers les mouvements de libération nationale, les régimes alliés, les partis communistes armés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les premières livraisons massives partent vers la Corée du Nord, la Chine, le Vietnam du Nord, puis vers Cuba, l'Égypte, l'Algérie en guerre contre la France. En moins de 10 ans, l'AK-47 devient l'arme de presque chaque conflit par procuration de la guerre froide. C'est au Vietnam que l'AK-47 révèle pleinement sa supériorité tactique dans les conditions les plus exigeantes qui soient. Les soldats du Viet Cong et de l'armée populaire vietnamienne reçoivent leur premier lot dès le début des années 60. La jungle vietnamienne est un environnement dévastateur pour le matériel militaire. Humidité permanente, boue, sable, végétation dense qui accroche et raye les mécanismes. Les fantassins américains, équipés du M14, un fusil de bataille lourd chambré pour la cartouche 7,62 x 51 mm, se retrouvent rapidement désavantagés dans les accrochages à courte distance. Le M14 est précis à longue portée, mais encombrant, difficile à contrôler en tir automatique, et son chargeur de 20 cartouches se vide en quelques secondes. Face à eux, les combattants vietnamiens portent un AK-47 qui pèse moins de 5 kg chargé, tire 30 cartouches en automatique sans difficulté et continue de fonctionner après avoir été traîné dans la boue pendant des heures. Les premiers rapports de terrain américains, qui remontent vers le Pentagone en 1965, décrivent des situations où des soldats américains tombent dans des embuscades à moins de 30 mètres, où la cadence de feu adverse est écrasante et où le M14 s'enraye au moment critique. Ces rapports provoquent une crise ouverte au sein du commandement militaire américain. L'armée américaine avait pourtant entre les mains une solution depuis plusieurs années. Eugene Stoner avait conçu l'AR-15 dès 1956, une carabine légère en aluminium et plastique, chambrée pour une cartouche de calibre 5,56 mm, radicalement plus légère que les munitions standards. Les généraux américains avaient longtemps résisté à cette arme, la jugeant trop fragile, trop peu conventionnelle, pas assez puissante. La catastrophe vietnamienne les force à changer d'avis. En 1963, l'AR-15 est adoptée en urgence sous la désignation M16 et expédiée au Vietnam en grande quantité. Mais les premières versions du M16 arrivent avec leurs propres problèmes. Une chambre sujette à l'encrassement rapide, un mécanisme de nettoyage insuffisant, une tolérance aux conditions extrêmes bien inférieure à celle de son adversaire soviétique. Les soldats américains qui retrouvent des M16 enrayés à côté de leurs camarades morts
alimente une légende noire qui poursuivra cette arme pendant des années. La CIA, consciente de l'avantage tactique que représente l'AK-47, lance plusieurs opérations pour récupérer des exemplaires en état de fonctionnement au Vietnam et les acheminer vers les laboratoires d'armement américains. Des primes sont offertes aux soldats qui rapportent des armes ennemies intactes. Des équipes spéciales sont chargées de récupérer le matériel sur les corps des combattants adverses après les accrochages. Ces opérations permettent aux ingénieurs américains de disséquer l'arme soviétique dans ses moindres détails et de confirmer ce que les rapports de Budapest avaient déjà établi. La philosophie de conception de l'AK-47 est fondamentalement différente de l'approche américaine, et dans les conditions du combat réel, cette philosophie produit des résultats supérieurs. Pendant que le Vietnam consume des centaines de milliers de vies, l'AK-47 s'installe simultanément sur d'autres théâtres. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, les soldats égyptiens équipés d'AK-47 affrontent l'armée israélienne dans le Sinaï. La défaite égyptienne est totale, mais elle laisse sur le terrain des milliers d'AK-47 qui tombent entre les mains des forces de défense israéliennes. Israël, pragmatique, ne détruit pas ces armes. Elle les étudie, les stocke et les redistribue ensuite à divers groupes alliés dans la région, contribuant involontairement à la dispersion mondiale de l'arme soviétique. En Afrique, le tableau est encore plus saisissant. Les guerres d'indépendance qui secouent le continent dans les années 60 et 70 voient l'AK-47 s'imposer comme l'arme universelle des mouvements de libération. Au Mozambique, en Angola, en Rhodésie, au Congo, des combattants qui n'ont jamais reçu la moindre formation militaire formelle apprennent à utiliser l'arme soviétique en quelques heures. Sa robustesse légendaire, sa simplicité de maintenance, sa capacité à fonctionner sans nettoyage régulier dans des environnements tropicaux humides en font l'outil idéal pour des guérillas aux ressources limitées. Le drapeau du Mozambique, adopté à l'indépendance en 1975, représente une baïonnette fixée sur un AK-47. C'est la première et unique fois dans l'histoire moderne qu'une arme à feu identifiable figure sur le drapeau national d'un pays souverain. À Moscou, face à ce succès mondial, les ingénieurs d'Ijevsk ne chôment pas. Les retours du terrain, du Vietnam comme d'Afrique, signalent des problèmes précis. Le vernis qui recouvre les parties en bois de la crosse et du garde-main colle aux mains sous la chaleur intense. Les soldats le grattent systématiquement dès réception de l'arme. La crosse métallique repliable de la version parachutiste brûle les mains au soleil. Des solutions sont cherchées, des matériaux alternatifs testés. L'AK-47, malgré sa robustesse fondamentale, révèle dans l'usage intensif des faiblesses que seule la guerre réelle pouvait mettre en lumière. En 1959, l'armée soviétique adopte officiellement l'AKM, version modernisée, dont la boîte de culasse estampée remplace le fraisage massif de l'original. La transition est progressive. Les unités stationnées en Europe de l'Est reçoivent les nouveaux modèles en priorité. Les AK-47 de première génération, eux, ne sont pas détruits. Ils sont soigneusement emballés, huilés, conditionnés dans des caisses en bois et transférés vers des dépôts de réserve stratégiques dispersés sur tout le territoire soviétique, en Sibérie, en Asie centrale, dans les républiques caucasiennes. Des millions d'exemplaires disparaissent ainsi dans les entrailles de l'appareil militaire soviétique, attendant une guerre qui, espère-t-on à Moscou, ne viendra jamais. Mais ces stocks ne restent pas immobiles longtemps. Dès le début des années 60, le Kremlin commence à puiser dans ses réserves pour alimenter ses alliés. Les AK-47 de première génération, jugés obsolètes pour l'armée rouge, sont parfaitement adaptés à l'exportation vers des mouvements et des régimes qui n'ont ni les infrastructures, ni les techniciens nécessaires pour entretenir des armes plus complexes. Des cargaisons quittent les ports soviétiques de la mer Noire et de la Baltique à destination de la Havane, d'Alger, de Hanoï, de Conakry. Chaque caisse contient des armes qui ont parfois moins de 10 ans d'existence, mais que l'état-major soviétique considère déjà comme du matériel de seconde ligne. C'est dans ce contexte que l'AK-47 original vit ses heures de combat les plus intenses, non pas entre les mains de soldats soviétiques, mais portés par des combattants cubains, algériens, vietnamiens, angolais. Au cours de la guerre d'indépendance algérienne, qui s'achève en 1962, les unités du Front de libération nationale reçoivent des livraisons d'AK-47 acheminées via la Tunisie et le Maroc. Les soldats français de l'armée de terre, qui affrontent ces combattants dans les Djebel, rapportent dans leur carnet de campagne une surprise récurrente. Face au FSA et au MAS-49,
Arme française de qualité indiscutable, l'arme soviétique se montre d'une endurance déconcertante dans les conditions de la guerre en montagne. La décennie suivante voit l'Ak-47 s'installer durablement au Moyen-Orient. Après la guerre des 6 jours de 1967, puis la guerre du Kippour de 1973, les arsenaux de la région sont saturés d'armes soviétiques de toute génération. Des réseaux de trafic d'armes structurés commencent à redistribuer ce matériel à travers des filières qui ignorent les frontières nationales. Un AK-47 fabriqué à Ijevsk en 1952 peut se retrouver 10 ans plus tard dans un camp palestinien au Liban, puis 20 ans après cela, dans les mains d'un milicien somalien, puis encore ailleurs. La traçabilité de ces armes devient rapidement impossible, et c'est précisément cette invisibilité qui fait de l'Ak-47 original un acteur fantôme de presque tous les conflits de la seconde moitié du XXe siècle. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 précipite la dernière et plus massive dispersion de ces stocks. Les dépôts militaires des républiques ex-soviétiques se retrouvent soudainement sans gardien, sans budget de maintenance, sans chaîne de commandement fonctionnelle. En Ukraine, en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Moldova, des entrepôts contenant des dizaines de milliers d'Ak-47 de première génération deviennent accessibles à quiconque dispose d'un camion et d'assez d'argent liquide. Les réseaux de trafic d'armes des Balkans, qui s'activent simultanément avec l'éclatement de la Yougoslavie, absorbent une partie de ce flot. Des armes conçues sous Staline, fabriquées sous Khrouchtchev, se retrouvent dans les rues de Sarajevo, de Mostar, de Vukovar. C'est lors du siège de Sarajevo, entre 1992 et 1995, que l'on documente certains des derniers emplois identifiés d'Ak-47 originaux en Europe. Des observateurs de l'ONU et des journalistes présents sur place signalent dans leurs rapports des armes portant des numéros de série correspondant aux premières séries de production d'Ijevsk, reconnaissables à leur boîte de culasse fraisée, caractéristique des exemplaires antérieurs à 1959. Ces armes ont alors entre 35 et 40 ans d'existence. Elles fonctionnent encore. Le dernier chapitre de l'Ak-47 original se joue loin des caméras, dans des conflits que le monde occidental suit à peine. En Afghanistan, où les Moudjahidines avaient reçu des livraisons massives d'armes soviétiques via le Pakistan au cours des années 80, des AK-47 de première génération continuent de circuler bien après que l'armée rouge a quitté le pays. Des armes fabriquées dans les années 50 y sont encore utilisées lors des combats de la guerre civile afghane des années 90, puis retrouvées en état de fonctionnement lors des opérations militaires du début des années 2000. Un ingénieur en armement britannique, attaché aux forces de la coalition, rapporte avoir examiné en 2003 un AK-47 dont le numéro de série indiquait une fabrication datant de 1954. L'arme avait alors 49 ans. Elle était parfaitement fonctionnelle. Mikhail Kalachnikov, lui, a vécu assez longtemps pour voir son arme devenir à la fois un symbole de liberté et un instrument de chaos, porté par des révolutionnaires et des criminels, des soldats réguliers et des enfants soldats, des guérilleros et des gardes du corps de chefs d'État. Il est décédé le 23 décembre 2013 à Ijevsk, la ville où son arme avait été fabriquée pendant plus de 60 ans. Il avait 94 ans. Dans sa dernière lettre au patriarche de l'Église orthodoxe russe, écrite quelques mois avant sa mort, il exprimait une seule question, celle de savoir s'il portait une responsabilité morale pour les morts causées par son invention. La lettre n'a pas reçu de réponse publique. L'arme, elle, continue d'être produite. Je suis Théo Calibre, et si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Chaque semaine, une nouvelle arme, une nouvelle histoire vraie.